Allez, nous allons pouvoir nous lancer. Je resalue les personnes qui viennent de se connecter. Bonjour à toutes, bonjour à tous et encore merci pour votre participation à notre webinaire aujourd'hui animé et co-animé par J'Expertise et Tribu Énergie sur la thématique de la solarisation des bâtiments et parcs de stationnement. Quels sont ces enjeux? Et je suis aujourd'hui avec Eddy et Ludovic. Ludovic et Eddy, je vous laisse vous présenter brièvement. Bonjour et bienvenue. Merci pour votre participation également aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Léa, bonjour Eddy. Ludovic, directeur du département bâtiment et VRD, pour J'Expertise qui va être longuement présenté par Léa, donc j'en dis pas plus jusqu'à maintenant. Donc, bonjour à tous, Eddy Durand, bureau d'études Tribu Énergie. Donc je suis ingénieur fluide, donc chauffage, ventilation, climatisation, électricité au sein de Tribu Énergie depuis 5-6 ans maintenant. Et un peu de la même manière, je reviendrai sur la présentation de Tribu Énergie au cours du webinaire d'ici quelques minutes. Merci Eddy, merci Ludovic. Ludovic, je te propose de passer à la slide suivante pour qu'on puisse voir un petit peu le programme d'aujourd'hui. Et donc le sommaire va se dérouler en plusieurs parties. Comme le disait justement à juste titre Eddy et Ludovic, nous allons présenter brièvement nos deux entités pour ceux qui ne connaissent pas encore J'Expertise ou Tribu Énergie. Ensuite, nous ferons un petit point sur la réglementation autour justement de la solarisation. On va parler de différents projets sur les ombrières, notamment sur des projets neufs et également sur des projets existants pour qu'on puisse les comparer, voir les points communs et les différences entre un projet neuf et existant. Évidemment, nous parlerons ensuite d'ombrage naturel et de désimperméabilisation, des thématiques étroitement et intimement liées. Et enfin, nous dédierons un temps aux questions et aux réponses. Alors évidemment, si vous avez des questions au cours du webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la bulle de chat que vous avez utilisée pour que nous nous saluions tous aujourd'hui. C'est plus sympathique voilà, de pouvoir échanger, de donner des explications en live. Alors sans bien sûr, on ne va pas couper la présentation, mais je préfère et je trouve ça plus sympa de pouvoir vous répondre au fur et à mesure justement. Et évidemment, un temps sera dédié à la toute fin si besoin, si des personnes souhaitent s'exprimer. En espérant que ce sommaire vous convienne, donc si nous passons à la slide suivante, nous allons dire quelques mots sur, dans un premier temps, J'Expertise. Alors, pardonnez-moi, je ne me suis pas présentée. Léa Voileau, responsable grand compte et développement au sein de la société J'Expertise. Et donc, j'ai la tâche aujourd'hui de vous présenter le groupe très brièvement. On ne va pas faire un cours d'une heure sur J'Expertise, évidemment, mais que vous puissiez replacer la société dans la thématique de ce jour, en commençant justement par ce que vous dire, qui est J'Expertise et où nous sommes, puisque J'Expertise est un groupe d'ingénierie français qui est donc national aux quatre coins de la France ou presque via son réseau d'agences. Notre siège social étant basé à Sèvres dans le 92 en région parisienne. Nous avons différentes antennes. D'ailleurs, une là où est basé Ludovic aujourd'hui, notre directeur de département bâtiment et VRD. Et donc dans les Hauts-de-France avec donc ces deux agences entre Lille et Saint-Omer. Nous avons une agence qui couvre toute la région Aquitaine à Bordeaux, une agence qui est à Toulon, plus précisément, pardonnez-moi, à la Seine-sur-Mer pour couvrir la région PACA. Et enfin, notre région Rhône-Alpes au travers de notre agence lyonnaise. Et évidemment, nous avons aussi une filiale 100% J'Expertise en Tunisie où vous retrouverez une partie des fonctions centrales ainsi qu'une partie de l'atelier graphique et du bureau d'essence. Je vous en dirai un petit peu plus juste ensuite. Sur la slide suivante, vous avez quelques chiffres clés de la société. Alors évidemment, l'objectif n'étant pas de vous faire l'ensemble des chiffres un par un aujourd'hui, simplement voilà pour vous dire que nous existons depuis 1785. Alors, vous imaginez pas en tant que géomètre expert à l'époque, mais il y a une règle d'or au sein de nos cabinets chez nos confrères, c'est qu'à partir du moment où une société ferme ses portes, un cabinet ferme ses portes, les archives sont directement rapatriées chez un autre confrère afin qu'il y ait un suivi des archives, une continuité et un historique. Et nous avons eu la chance aussi, de par le rachat de certains cabinets, de travailler sur de anciennes archives. Et donc, nous avons un très bel historique client et de plans d'ailleurs assez vieux,
qui ont parfois même bien jauni, mais en tout cas, on a voilà cet historique de plan, cet historique sur le patrimoine français qui est important aujourd'hui à connaître. Et parallèlement, nous consacrons 3% du chiffre d'affaires à la recherche et au développement et à l'innovation. Donc, c'est deux chiffres assez, on va dire, enfin, on souhaite qu'ils soient complémentaires parce qu'on se présente comme une vieille dame, un groupe d'ingénierie, un cabinet de géomètres experts, un métier ordinal, réglementaire, mais aujourd'hui très tourné vers les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes d'acquisition, mais aussi les nouvelles manières de concevoir les bâtiments. Et on va en parler aujourd'hui notamment de réfléchir à des bâtiments plus verts, qui font attention à l'environnement et aussi qui prêtent davantage attention au confort des usagers. Tous ces éléments-là donc sont dans nos lignées et bien sûr dans notre trajectoire au sein de la société. Si nous passons à la slide suivante, nous avons un cycle de vie du bâtiment qui je pense, vous connaissez très bien. Simplement, voilà, pour souligner que j'expertise, le groupe d'ingénierie accompagne les clients sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et aussi sur la partie acquisition-cession, évidemment, puisque qui dit arbitrage dit mesurage. Et donc, nous avons voilà l'opportunité de pouvoir accompagner nos clients autant en amont des projets que quand nous rentrons dans le vif du sujet. Et bien sûr, Ludovic vous en dira peut-être quelques mots d'ici un instant quand nous parlerons du département bâtiment et VRD. En tout cas, tout le cycle de vie du bâtiment est important. Chaque phase est à son importance et n'est pas à négliger puisque vous le verrez à l'instant, notamment au travers de la solarisation, des ombrières, des panneaux photovoltaïques et autres. Ce sont des sujets autant dans la conception, la conceptualisation ou bien la gestion d'un bâtiment qui sont très importants. Si nous passons à la slide suivante, G-Expertise, c'est donc un groupe d'ingénierie, comme je vous le disais, avec une équipe pluridisciplinaire, des profils très complémentaires. Bien sûr, nos géomètres experts, nos géomètres topographes qui représentent notre cœur de métier, mais aussi, et bien sûr, nos équipes de bâtiments et VRD avec des maîtres d'œuvre, des économistes, des ingénieurs thermiciens. Nous avons également nos diagnostiqueurs, nos dessinateurs modeleurs et nous voyons juste en dessous des petits logos de certification. Si tu veux nous en dire un petit mot, Ludovic, les deux petits logos que cela représente. Oui, pas de problème. Nous sommes effectivement répertoriés par l'OPQTech avec la mention RGE et d'une part, et d'autre part, et c'est à ce titre-là qu'on va plutôt intervenir ici, nous sommes adhérents de l'ADOPTA, qui est une association qui fait la promotion de la gestion intégrée et durable des eaux pluviales sur les opérations. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut venir conjuguer l'ensemble de ces savoir-faire au service de nos clients qui sont très soucieux, on n'en doute pas une seule seconde, de respecter la réglementation qui est en pleine mutation ces derniers mois. Merci beaucoup, Ludovic. Un dernier petit mot sur la slide. Pardonnez-moi, il y a la circulation à côté de chez nous. Donc, si on passe à la slide suivante, vous avez nos 3 départements. Je vous les décris très brièvement et d'ailleurs, je vais même laisser Ludovic décrire son département qui est celui du milieu. Alors, je fais une petite parenthèse sur les 2 premiers pour qu'on puisse encore une fois resituer G-Expertise en tant que groupe d'ingénierie qui a donc des profils très pluridisciplinaires et donc des activités très complémentaires en commençant par notre cœur de métier évidemment au travers le département immobilier qui est donc l'ingénierie topographique et foncière où là vous retrouverez donc nos prestations de géomètre topographe, autant la partie topographique, les implantations aussi, le bornage, les opérations foncières, des prestations d'urbanisme également et évidemment nos prestations cœur on ne peut plus classique d'un cabinet de géomètre expert que vous retrouverez aussi les relevés, les états de surface, les levées d'architecture, autant les plans, les toitures, les façades, les coupes, les héberges, mais aussi la division de l'immeuble au travers les modificatifs de copropriété, la division en volume, la mise en copro. Donc, toute la partie cœur de métier est au travers de notre département immobilier. Et une petite parenthèse avant de passer au département de Ludovic, il y a le département également BIM-SIG, où là on sera beaucoup plus sur l'ingénierie de la donnée immobilière, où on va proposer
une gamme de services et de solutions qui vont vous permettre majoritairement pour nos propriétaires et gestionnaires de patrimoine de pouvoir justement avoir des outils d'aide à la décision dans comment mieux gérer son patrimoine, à centraliser ces données patrimoniales, les gérer et pouvoir prendre des décisions. Justement, encore une fois, on va parler d'avenir, de respecter les réglementations, évidemment. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est aussi voilà, respecter l'environnement, respecter les usagers, mais aussi respecter la réglementation, parce qu'il peut y avoir des répercussions ensuite. Et donc, toutes ces notions-là, au travers de la gestion de données, ça se fait dans notre département ingénierie de la donnée immobilière. Et enfin, le département bâtiment et VRD, je laisse la main à Ludovic. Merci Léa. Donc c'est très important effectivement d'avoir resitué historiquement le métier de j'expertise sur la partie du département immobilier historique, qui est la source principale on va dire de fourniture de données. Le département d'IMESIG qui est celui qui va venir la structurer, l'ordonner, et évidemment en tant que maître d'œuvre bâtiment et VRD dans notre département, on va forcément utiliser cette donnée qui est issue donc d'un géomètre expert qui est le garant de la fiabilité de cette donnée, et puis en plus il la structure avec BIM et SIG. Et les passerelles qui sont assez naturelles avec le département immobilier, ce sont toute la partie diagnostic qui nous permettent notamment, par exemple, un sujet que tout le monde connaît bien, les DPE qui nous permettent de savoir un peu comment sont situés nos actifs sur l'échelle des différentes étiquettes. Et en fonction de ça, on peut venir agir en tant qu'économiste pour proposer un éventail de solutions sur la réhabilitation énergétique, en l'occurrence. Donc, on a des maîtres d'œuvre d'exécution également, on a des OPC, et on a toute la partie qui vient donc en fait compléter ces différents diagnostics par différents audits, d'audits investisseurs ou des audits même résilience en fonction de l'évolution du climat. Donc on est vraiment pas uniquement sur le constat d'aujourd'hui, mais on est un petit peu prospectif, et je fais un petit peu de pub sur le prochain webinaire qui aura lieu à la fin du mois, qui sera justement dédié à cet audit résilience. Et pour finir, donc je termine là-dessus, ça sera la transition pour que Eddy puisse présenter son entreprise. Il n'en peut plus, je le sens, il a raison. Et donc c'est le génie urbain. Le génie urbain, c'est toute la partie VRD, donc qui vise à vous accompagner sur l'embellissement et puis les aménités, le fait que voilà, ce soit agréable de pouvoir accueillir du monde, que ce soit des employés ou bien des clients sur ces espaces qui constituent les abords de vos actifs. Je te laisse la parole, cher Eddy. Merci Ludovic. Donc sur cette diapositive, vous allez pouvoir trouver un résumé assez condensé de Tribunergie. Certains auront reconnu le site internet la page d'accueil de notre site internet. Elle a l'avantage d'avoir regroupé toutes les informations qui pourraient être intéressantes. Je vais pas vous lire tout ce qui est écrit, mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir. Donc Tribunergie, on est un bureau d'études d'une quarantaine de collaborateurs maintenant. On est répartis dans 3 agences, une à Paris, une à Rennes et une à Lyon. Et on intervient sur les thématiques suivantes, donc la partie fluide, la partie énergie carbone et la partie environnement. Et donc on va pouvoir sur ces grandes thématiques, réaliser des missions telles que de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, ce qui représente une grande partie de notre activité, du commissionnement des installations techniques, quelques formations et communications, des missions de conseil en stratégie et expertise, de l'instrumentation, un peu en lien avec le commissionnement, et du développement de logiciels pour des fabricants de systèmes et ou pour le compte des services publics. On intervient globalement sur tout ce qui touche de près ou de loin au secteur du bâtiment, avec donc nos activités qui s'appliquent sur des bâtiments eux-mêmes, sur de l'aménagement urbain,
Ça peut être en construction neuve ou en réhabilitation. On intervient sur les deux secteurs à proportion à peu près équivalente et on intervient sur tout type d'usage, donc du logement. Je précise logement plutôt tourné logement collectif, très peu de logements individuels. On travaille sur du tertiaire, de l'industrie et de l'équipement. Si on peut peut-être passer la slide suivante. Donc pour démarrer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc la solarisation des stationnements et parkings. Pour commencer, toutes les réglementations qui sont actuellement en cours sur le sujet viennent d'une grande loi qui est passée il n'y a pas très longtemps, donc la loi climat et résilience. Souvenez-vous, elle a été en partie élaborée dans le cadre des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, où nous avions 150 citoyens qui avaient été tirés au sort, qui avaient réussi au cours de longs échanges à faire ressortir 149 propositions, dans le but, entre autres, de permettre à la France de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre. Donc tous les réglementations que je vais vous présenter dans les slides suivantes ont pour origine cette loi climat et résilience. Donc si on passe à la slide suivante. Alors je suis désolé, je commence par de la réglementation. Je vous rassure, je vais pas du tout vous lire ligne par ligne ce qui est écrit, mais je trouve que c'est intéressant de voir précisément d'où vient les obligations que l'on va être obligé ensemble de respecter dans les prochaines années. D'autant plus que elles se trouvent dans plusieurs codes, ce qui ne facilite pas la lecture. Donc premièrement, l'article L111-19-1, je vais vous lire juste la première phrase, parce que c'est peut-être la plus importante. Les parcs de stationnement extérieur de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiments auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L771-4 au Code de la construction et de l'habitation, ainsi que les nouveaux parcs de stationnement en extérieur ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales en leur évaporation. Alors malheureusement, la première ligne fait à peu près la moitié du texte. Tout ça pour vous dire que donc dans cet article, on nous indique que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés devront, par le biais de végétalisation ou l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, permettre une orientation de l'usage de ces parcs de stationnement vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. Ce qui est très important ici, c'est qu'on voit que déjà cette première obligation fait appel à un autre article, ce qui complexifie un peu le sujet. Donc si on passe à la slide suivante, où on va voir donc le code de la construction et de l'habitation, c'est ici qu'en fait on va découvrir quels sont les bâtiments, quels sont les usages de bâtiments qui sont appelés dans le précédent texte qu'on vient de voir juste avant. Et donc ici, vous allez pouvoir retrouver, on vous indique au premier alinéa, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments en usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments en usage d'entrepôt, aux constructions de hangars ou non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public. Donc on voit qu'on a une certaine partie des bâtiments qui sont concernés par cette obligation. Donc si on passe à la slide suivante. Donc autre article supplémentaire qui va intégrer dans le périmètre de cette obligation de solidarisation d'autres types de parcs de stationnement. Ici, on fait tout simplement appel aux parcs de stationnement qui ont une superficie supérieure à 1500 mètres carrés. Donc là, ça concerne les grands parcs de stationnement qu'on peut retrouver par exemple sur les sites de grandes entreprises ou typiquement de supermarchés. Si on passe à la slide suivante. Donc là, j'ai essayé du mieux que j'ai pu de synthétiser tout ce qui est indiqué dans la réglementation et dans les différents articles, en partant du point de base qui est en fait la superficie des parcs de stationnement, où on va retrouver donc quatre grands
quatre grandes catégories. Donc les parkings de superficie inférieure à 500 mètres carrés. Donc là, c'est plutôt simple. En fait, vous n'allez pas être concerné. On a ensuite les parcs de stationnement dont la surface est comprise entre 500 et 1500 mètres carrés, où là, c'est un peu plus compliqué et j'y reviendrai juste après. Je vais commencer par la partie la plus facile. Donc, les parcs de stationnement qui sont compris entre 1500 et 10 000 mètres carrés, qu'ils soient neufs ou existants, sont concernés sans distinction d'usage par cette obligation de solarisation, avec simplement la distinction entre les projets neufs et les projets existants. Les projets neufs doivent depuis maintenant en 2023 proposer des dispositifs végétalisés, donc tels que les arbres, ou des ombrières photovoltaïques sur au moins 50% de leur surface. Pour les parcs de stationnement existants, la réglementation va imposer cette obligation de solidarisation à partir de 2028. Pour les parcs de stationnement supérieurs d'une surface supérieure à 10 000 m², ici, c'est la même logique de fonctionnement. Pour le neuf, on commence à la même année, donc 2023. Et par contre, pour l'existant, on est un peu plus exigeant sur la rapidité d'exécution, puisque dès 2026, les propriétaires devront se conformer à la réglementation sur ce sujet. Donc, Eddy, je me permets juste de t'interrompre une toute petite seconde là-dessus, puisque j'ai une question de Jean-Michel, qui justement, on parlait de surface, les superficies, c'était la base en tout cas de ce qui allait en découler ensuite. Jean-Michel demandait si le parking silo, est-ce que le parking silo est-il soumis à cette réglementation ou non? Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'apporter la réponse. Les parkings silos, donc si je comprends bien, ce sont les parkings où on a plusieurs niveaux de parcs de stationnement qui sont empilés les uns sur les autres. Et donc, sur ce sujet, il me semble que sur le site du gouvernement, on a une réponse à une question qui est sensiblement la même, et où il est indiqué que ce ne sont pas les surfaces, un parking silo, à partir du moment où les places de stationnement sont déjà couvertes dans le cadre d'une construction à étage, ces surfaces-là ne sont pas concernées. Par contre, un parc de stationnement à silo va être concerné par l'autre réglementation que je n'ai pas présentée ici, mais qui ne fait pas tout à fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui, où vous allez avoir sensiblement la même chose, les mêmes obligations pour certains bâtiments sur leur toiture terrasse, avec de manière identique l'obligation de soit mise en place de panneaux solaires photovoltaïques, soit l'obligation de mise en place de toitures végétalisées. Et donc les parcs de stationnement en silo seraient plutôt destinés à répondre à cette réglementation plutôt que la réglementation qu'on est en train de voir aujourd'hui au cours du webinaire. Donc pour reprendre sur les parcs de stationnement qui vont être compris entre 500 et 1500 mètres carrés, donc là la détermination de l'obligation de respect ou non de la réglementation est un peu plus compliquée. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon parc de stationnement est destiné à être ouvert au public ou non? Si oui, et ben là il n'y a pas trop de questions à se poser, que ce soit en neuf ou si vous faites des travaux lourds donc sur l'existant, vous aurez l'obligation dès 2023 de réaliser la mise en conformité de solarisation. Si vous êtes non ouvert au public, vous n'êtes pas concerné. Et ensuite, l'autre catégorie, ce sont donc les usages de l'article L171-4. Souvenez-vous, l'article que je vous ai présenté en deuxième, où il était question d'usages particuliers de bâtiments concernés. Donc, par exemple, les entrepôts. Donc, si votre bâtiment rentre dans le cadre de cet usage, vous êtes concerné, et donc à partir du moment où vous construisez un bâtiment neuf ou à partir du moment où vous réalisez des travaux lourds sur votre parc de stationnement, vous devez vous mettre en conformité vis-à-vis de cette réglementation. Deux points importants. Qu'est-ce qui est considéré comme un parc de stationnement neuf? En fait, c'est tout simplement si l'autorisation de construction ou d'aménagement d'urbanisme est déposée à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs de stationnement d'une superficie inférieure ou égale à 1500 m², et à partir du 10 mars 2023 pour les parcs de stationnement d'une superficie supérieure à 1500 m².
Autre point important également, pour tous les parcs de stationnement qui sont supérieurs à 1500 mètres carrés, on est sur des grandes surfaces et donc généralement, il y a une délégation de service qui est mise en œuvre, qui court sur plusieurs années. Et donc, pour ces parcs de stationnement de grande surface, il y a une tolérance de mise en conformité tenant compte de la période de délégation de service qui avait déjà été négociée entre le maître d'ouvrage et la société prestataire de service. Je pense que oui. Oui, Eddy, je me permets aussi de rebondir suite à une question de Vincent qui demande: pensez-vous que l'article 40 de la loi APER ou APER concernera le secteur résidentiel, et le seuil de 1500 m² doit-il être d'un seul tenant? Et il ajoute: en résidentiel, ce seuil est souvent atteint, mais en somme, plusieurs petites zones de parking autour des immeubles de la résidence. Alors, ici aussi, je vais essayer de tenter de répondre à la question. Pour la première partie de la question, j'aurais plus de mal à répondre. Je pense que non. Dans les textes que j'ai parcourus ces derniers jours, j'en ai pas trouvé trace. Et on pourrait se dire que avec l'application donc de la RE 2020, donc la réglementation environnementale, et les objectifs intrinsèques à cette réglementation, on peut penser que entre guillemets, les efforts sont déjà suffisamment impactants pour qu'on ne soit pas dans l'obligation de mettre en œuvre, de respecter de faire entrer ces usages-là dans cette réglementation. Mais ce n'est que mon avis. Ensuite, pour la deuxième partie, c'est également très intéressant et la réponse viendra dans les slides suivantes, puisque effectivement, dans ma recherche, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on peut déterminer la surface au sens de la loi, parce que c'est ça qui est important, pour déterminer si oui ou non je rentre dans le cadre de l'application de ces réglementations. Et donc là, sur cette slide, vous pouvez voir l'exemple qui a été donné par le site du gouvernement de l'Oise, et qui a servi de base pour un jeu de questions-réponses. Donc si vous souhaitez vous rendre sur le site, vous aurez également des réponses à des questions très concrètes qu'on pourrait ne pas aborder aujourd'hui, mais qui sont très intéressantes. Donc là, l'exemple qui est donné, donc on a devant les yeux un parc de stationnement d'une gare, donc parc de stationnement assez typique, donc très étalé, de grande surface, et où des places de stationnement ont été créées un peu là où c'était possible. Donc on a un cas très atypique, mais qui permet de répondre à plusieurs questions. Donc vous voyez ici en fait donc on a en partie basse de l'image, on voit les rails, on devine la gare, et vous avez ensuite 3 zones de parc de stationnement qui sont identifiées, avec à chaque fois d'indiquer les surfaces. Sur le site du gouvernement, il est expliqué que la surface a été calculée à partir d'une vue Google Maps, et elle a été déterminée à plus ou moins 100 mètres carrés près. Donc, on voit ici que les aires mises en évidence de couleur verte sont considérées en prenant compte les places de stationnement matérialisées, donc ça c'est une évidence, mais également les voies circulantes, donc les espaces dédiés aux manœuvres des véhicules et à leur circulation, les voies piétonnes ou cyclistes desservant le parking. Donc en fait, c'est pas simplement les surfaces de places de stationnement qu'on doit additionner pour vérifier si on est dans le cadre de la réglementation ou pas. On doit bien évidemment prendre en compte toutes les surfaces on va dire annexes à ces parkings. Ce qui est intéressant dans l'exemple qui est donné, c'est qu'on voit ici qu'on a 3 grandes zones de parcs de stationnement, et en fait, ces 3 grandes zones sont séparées par une voirie publique. Et donc ici, on nous montre bien qu'une voirie publique qui traverse un parking ne rentre pas en compte dans le calcul de la surface. Donc là, on a 3 différentes surfaces de parking. Donc si on regarde les plus simples, donc les numéros 2 et 3, donc là on est au-dessus des 1500 mètres carrés. Donc là, il n'y a pas de question particulière à se poser. On est dans l'obligation de respecter l'obligation de solarisation. La question se pose par contre pour le parc de stationnement numéro 1, où on devine derrière le petit 1 une surface qui est indiquée à 966 mètres carrés. Et donc là, on est compris entre 500 et 1500 mètres carrés. Donc là, l'obligation
dépendra de si nous sommes concernés par les usages qui sont décrits dans l'article de loi que j'ai indiqué tout à l'heure, ou si le parc de stationnement est accessible au public. Ici, le cas est relativement simple. On est sur une gare, donc c'est un équipement public. Les parcs de stationnement sont donc ouverts au public. Et donc oui, le parc de stationnement numéro 1 devra respecter l'obligation de solarisation sur 50% de sa surface. On peut passer à la slide suivante. Donc bien évidemment, cette obligation réglementaire va s'accompagner de plusieurs exonérations. Donc aujourd'hui, le décret est en cours de rédaction. J'insiste sur ce point puisque les choses peuvent évoluer assez rapidement sur le sujet. Néanmoins, on peut classer ces exonérations en 4 catégories. Donc que sont la catégorie de surcoût, où il y aura éventuellement un calcul de coût d'investissement qui sera comparé à un calcul de productible, et au-delà d'un certain seuil, on pourra éventuellement justifier d'une impossibilité de mise en conformité vis-à-vis de ces réglementations. Des spécificités qui sont liées au patrimoine, où par exemple le parc de stationnement est situé aux abords d'un bâtiment historique. Si le site lui-même est classé comme bâtiment historique, ou alors, autre exemple, si le parc de stationnement se trouve au sein d'un parc naturel protégé. Les difficultés techniques, où là l'exemple le plus concret, c'est peut-être les difficultés techniques de supportage des ombrières qui pourraient être rencontrées sur un site en particulier, où ça nécessiterait des travaux de fondation et de supportage si importants qu'on serait dans l'obligation de surinvestir par rapport aux gains qu'on pourrait faire ensuite avec le productible solaire photovoltaïque. Et ensuite, les contraintes de sécurité ou sur un établissement, si la mise en place d'ombrières photovoltaïques entraîne un danger pour les personnes, là, évidemment, on ne viendra pas obliger le maître d'ouvrage à se mettre en conformité sur ce sujet. Chose importante, donc toutes ces exonérations qui sont possibles et pensées aujourd'hui ou en cours d'élaboration de rédaction auprès des instances publiques devra évidemment faire l'objet d'une demande appuyée d'une note justificative. Il faut un minimum de sérieux et de rigueur dans l'explication de cette impossibilité pour pouvoir prétendre ne pas avoir à se mettre en conformité vis-à-vis de ces obligations. On peut passer à la slide suivante. Donc ici, vous allez avoir une proposition de dérouler des grandes étapes d'études, on va dire, sur la mise en place d'ombrières photovoltaïques dans le cas particulier des projets neufs. Vous allez voir que les grandes étapes ne sont vraiment pas très différentes d'un projet existant. En fait, c'est peut-être la première partie qui est la plus différenciante et certainement la plus importante. Donc ces différentes réglementations sur l'obligation de solarisation sont relativement récentes et donc ne sont pas forcément bien prises en compte dans tous les projets neufs qui peuvent sortir aujourd'hui. Chose qui entraîne pas mal de difficultés par ailleurs, puisque, et moi je le rencontre au quotidien dans mon métier en maîtrise d'œuvre, si ces obligations de solarisation ne sont pas prises en compte dans les projets neufs et donc plus particulièrement dans les budgets qui sont votés au sein des entités publiques, nous allons avoir des difficultés, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, à tenir les budgets qui sont proposés sur les nouveaux projets, et donc il y aura des sacrifices à faire par ailleurs. Donc il est très très important d'anticiper les obligations de solarisation dans les programmes, et idéalement, puisqu'il est possible soit de mettre en œuvre des ombrières photovoltaïques, soit de végétaliser les parcs de stationnement, il est, à mon sens, relativement important de trancher dès la phase programmation, pour que les différentes équipes d'architectes qui vont pouvoir travailler sur ces
dans les phases concours à l'élaboration d'un projet, puisse s'orienter vers des solutions relativement équivalentes et qui permettra un jugement équitable des différentes propositions. Je me permets d'abonder dans ton sens, Eddy. Évidemment, c'est un travail à 4 mains avec le concepteur, enfin même à 6 mains, parce qu'il y a des architectes, il y a des architectes urbanistes et ou paysagistes. Et à partir du moment où il y a un arbitrage qui est fait sur le fait d'installer des ombrières sur un parking, ça va évidemment avoir une incidence sur la manière dont on va dessiner la trame des peignes de parking. Et évidemment, il y aura impossibilité d'avoir une superposition entre cette trame d'ombrière et la trame verte, puisque c'est bien connu que si on vient mettre des ombrières, il n'y aura pas de lumière pour que la photosynthèse puisse s'exprimer. Voilà. Je continue. Merci Ludovic. Ensuite, dans la partie conception, donc là, évidemment, il est très important d'établir une faisabilité technique et de productible pour voir quels seront les coûts d'investissement qui seront engendrés par ces obligations et quel sera le productible, et donc d'envisager un temps de retour sur investissement, ce qui permettra éventuellement d'arbitrer entre une ou deux solutions qui seraient proposées par les bureaux d'études. Dans le même temps, il est important d'évaluer les besoins en électricité du nouveau site qui sera construit pour évaluer le taux d'autoconsommation. Et éventuellement, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, en phase conception, anticiper ou arbitrer des choix techniques qui seraient compatibles avec du solaire photovoltaïque. Ici, on a une chance entre guillemets dans le contexte réglementaire français, puisque ces obligations de solarisation arrivent à peu près en même temps que la RE 2020, qui est aujourd'hui plutôt positionnée en faveur de l'électricité. Et donc, on va être capable de mettre en adéquation des nouvelles sources de production relativement importantes au sein d'un projet, avec des besoins pour alimenter en chauffage ou en éclairage ou en climatisation les bâtiments qui y sont associés. Ensuite, en phase d'exécution, donc vous avez bien entendu les études d'exécution qui sont donc généralement menées par les entreprises, et où où l'entreprise va devoir travailler en étroit lien avec Enedis pour faire les déclarations qui sont nécessaires à Enedis pour bien prendre en compte votre installation de production photovoltaïque. Ensuite, en exploitation, où c'est une partie qui est relativement négligée, mais qui est très importante, où le suivi de production permettra de connaître le productible, de connaître la quantité d'électricité, donc entre guillemets économisée côté fournisseur d'énergie, et de pouvoir vérifier la rentabilité de l'installation technique. Autre point important sur la partie exploitation, le solaire photovoltaïque étant une énergie intermittente, cette partie de suivi de production permettra éventuellement de réarranger les régulations, le démarrage des systèmes en fonction du productible. Je pense notamment à la production de chauffage ou particulièrement d'eau chaude sanitaire, où là on va avoir des besoins qui vont s'étaler sur toute l'année. Il est tout à fait envisageable de prévoir des solutions intelligentes qui communiquent entre elles, entre la production d'eau chaude sanitaire et la production de photovoltaïque, pour pouvoir stocker cette énergie électrique sous forme d'énergie thermique qui nous servira tout au cours de l'année pour desservir en eau chaude sanitaire les occupants des bâtiments. On peut passer à la slide suivante. Donc sur cette slide-là, c'est relativement la même chose, simplement le déroulé d'un projet démarre d'une manière un peu différente, où là, au lieu d'avoir un programme, on a en général à la genèse de la réflexion un audit qui est réalisé par un bureau d'études et qui va proposer des scénarios de travaux, notamment
dans cette période pour répondre aux objectifs du décret tertiaire, où, je vous le rappelle, donc vous allez avoir d'ici les échéances 2030, 2040 et 2050 des obligations de réduction de consommation d'énergie, et on parle ici d'énergie finale, donc d'énergie entre guillemets concrète, sur preuve de facture. Et donc, dans les scénarios qui pourraient être proposés par les bureaux d'études, il est important que de par eux-mêmes ou alors par l'intervention du maître d'ouvrage, les scénarios proposés soient orientés pour tenir compte de ces obligations dans les prochaines années de solarisation des parcs de stationnement, puisque ça pourra très largement orienter le maître d'ouvrage sur également des solutions de production d'énergie qui seraient compatibles avec du solaire photovoltaïque. Référence à ce que je disais tout à l'heure sur la slide suivante, où vous allez avoir notamment les systèmes pompe à chaleur qui sont beaucoup mis en évidence dans ces années de réflexion sur la mise en conformité du décret tertiaire, où ces équipements électriques vont pouvoir fonctionner en duo avec du solaire photovoltaïque. Donc, prise en compte de ces obligations dans les scénarios de travaux, pour qu'ensuite les maîtres d'ouvrage qui réaliseront les programmes à destination des bureaux d'études puissent les indiquer comme étant des objectifs non négociables, afin que, en phase de conception, ce soit intégré par le bureau d'études et que ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe entre guillemets, et où le maître d'ouvrage découvre un investissement de plus X% sur son budget initial et qui malheureusement ne sera pas négociable pour lui. Merci. Avant de passer à la slide suivante, peut-être Ludo. Oui, je me permets de rebondir. Un tout petit mot sur le décret tertiaire, peut-être Ludovic, et puis après je te laisse enchaîner. Oui, donc le décret tertiaire, de toute façon, Eddy l'a beaucoup dit. Il y a toute la partie énergétique, mais il y a aussi comment dire le souci de bien accompagner les clients au-delà d'aller renseigner des consommations finales, ce qui est nécessaire et qui est incontournable. C'est de pouvoir accompagner nos clients et nos partenaires sur les vraies stratégies. Et donc c'est pas en 2029 le 30 décembre qu'il faudra vraiment prendre une décision. C'est maintenant qu'on a le recul suffisant pour pouvoir engager ces vraies stratégies. Je propose qu'on avance, puisque sinon il y aura pas assez de temps pour les questions-réponses, et je pense que ça serait intéressant d'avancer. Je vais avancer sur les ombrières et ensuite j'enchaînerai sur la désimperméabilisation, si tu veux bien, Eddy. Ouais, ça marche. Donc ici sur les ombrières, donc ce sera beaucoup plus court. Je vous ai mis quelques exemples pour vous donner un aperçu du rendu. Donc on voit qu'on peut avoir des solutions d'ombrières relativement imposantes qui vont pouvoir permettre la mise en place d'une surface relativement importante de panneaux solaires photovoltaïques. Et vous avez plutôt côté droite de cette diapositive des solutions qui sont peut-être un peu moins lourdes et donc un peu moins onéreuses et qui pourraient convenir à des budgets un peu plus faibles pour permettre une mise en conformité des parcs de stationnement. Et sur cette partie-là, tout est possible. Tout dépendra du budget du maître d'ouvrage, de ce que souhaite également le maître d'ouvrage. Est-ce que on est uniquement sur la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques, ou est-ce que on doit remplir d'autres usages, comme par exemple la mise en place de bornes IRVE sur les pylônes de soutien des ombrières. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et pour finir, je voulais rajouter quelque chose. Mais je me suis perdu, pardon. Le temps que tu réfléchis, je vais rajouter une autre notion, en espérant que ce soit pas celle-là. Et donc, en fait, il y a aussi un arbitrage qui doit être fait par rapport à l'autoconsommation, que tu l'as dit tout à l'heure, et ça va être lié forcément au taux d'ensoleillement annuel. Et il y a déjà des maîtres d'ouvrage qui travaillent sur l'ensemble du territoire français qui sont en train de faire des arbitrages en disant moi je vais plutôt privilégier dans l'éventail des solutions des ombrières sur les zones qui sont évidemment plus
arrosé par le soleil. Et le mot arrosé, aussi versus, on va mettre plus d'espace désimperméabilisé dans plutôt, on va dire au nord de la Loire, voilà, pour quitte à faire un petit peu quelque chose d'un peu tranché. Mais en gros, c'est un petit peu l'idée, c'est de composer avec la météo. C'est exactement ce que je voulais dire, Ludovic. Je voulais dire exactement la même chose. Pour rappel, on a une obligation de solarisation sur 50% des surfaces. Donc, ça veut dire que, bien évidemment, et idéalement du point de vue énergétique, il serait intéressant d'installer les ombrières photovoltaïques sur les parties de parking qui sont les mieux orientées et les mieux, pour reprendre tes mots, Ludovic, les mieux arrosées par le rayonnement solaire. Ce qui déterminera aussi peut-être le type d'ombrière, puisque ici on voit qu'on a des ombrières qui sont parfois avec une pente douce à 5%, et où on en a d'autres qui sont un peu plus relevées. Ça dépendra aussi de la période de la journée à laquelle le maître d'ouvrage souhaite avoir le maximum d'électricité produite. Donc il y a différentes solutions techniques qui existent et qui permettent de répondre à différents besoins qui sont intimement liés au bâtiment qui est rattaché au parc de stationnement étudié. Merci beaucoup, Eddy. Je me permets donc d'enchaîner un peu rapidement parce que je vois que l'heure passe et j'aimerais effectivement qu'on puisse poser quelques questions. Donc maintenant, sur le sujet de l'ombrage naturel, il y a des vraies marges de manœuvre, c'est-à-dire que à partir là on a mis un plan masse qui était issu d'une conception précédente, et donc on a retravaillé avec un partenaire paysagiste ce même plan avec un nombre équivalent de places. Le but étant pour nous de densifier, on va dire, la trame verte, mais pas uniquement. Hein, donc on passe de 1 arbre pour 5 places à peu près à 1 arbre pour 2 places et demie. Donc ça permettrait de répondre à la demande, mais ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir des continuités aussi de la trame brune. Donc la trame brune, c'est, on va dire, la terre, la pleine terre, et d'avoir des continuités écologiques. Et de conjuguer tout ça avec la trame bleue. Donc la trame bleue, c'est la récupération, le tamponnement, la gestion, l'infiltration à la parcelle des eaux pluviales. J'avance. Donc on va aussi, évidemment, si on parle de désimperméabilisation, ça veut dire que il faut aussi qu'on mette des usages qui soient compatibles avec le type de revêtement qu'on va mettre en place. Donc je vais pas, loin s'en faut, vous commenter tout cela, mais en fonction, en tout cas, des besoins et du type de véhicule, du type on va dire du poids à l'essieu, on va aller préconiser tel ou tel type de solution qui a ses avantages, ses inconvénients. Évidemment, il y a aussi, on met tout ça dans le filtre d'un bilan aménageur, puisque tout ça a un coût qui est pas forcément identique. Si on va venir faire un revêtement qui est compatible avec un trafic versus un revêtement type espace vert qui n'a pas vocation à être carrossable. Et Ludovic, je me permets juste... Oui. Je te laisse terminer, il y a une question de Stéphane, mais je te laisse terminer ton propos. Ok, je termine juste donc sur cette slide. Là, on est plus sur la gestion stricto sensu de l'eau. Donc, plusieurs solutions. C'est non exhaustif. Ça dépendra aussi de la perméabilité du sol, ça dépendra de la proximité, de la vulnérabilité de la nappe phréatique. En tout cas, voilà, il y a tout un éventail qui est regardé par nos ingénieurs en hydro, à savoir, et on l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais ça permet de le conclure avec, en tout cas, ce partenariat avec Eddy, c'est qu'on travaille sur déjà beaucoup de dossiers ensemble avec Tribu Énergie, donc j'expertise. Et c'est la raison pour laquelle Eddy a accepté très rapidement de faire ce webinaire, c'est que je pense qu'on peut qualifier ce partenariat de très fructueux. Merci beaucoup, essayer, Léa, si tu veux, de répondre à la question de Stéphane. Alors, je me permets juste de la lire du coup pour tout le monde, pour Ludovic également. La question de Stéphane est: quelle est la surface de l'ombrière prise en compte pour vérifier le respect des 50%?
surface des panneaux photovoltaïques, surface projetée au sol, etc. Alors pour répondre à la question, je reviens un tout petit peu sur l'aspect réglementaire. J'ai fait un petit raccourci, mais vous pourrez mieux le saisir en parcourant les textes de loi. J'ai dû faire assez synthétique. D'ailleurs, je ne sais pas si les diapositives seront diffusées par la suite. En tous les cas, dans les textes de réglementation, il est indiqué qu'il est nécessaire de soit végétaliser les parcs de stationnement, soit de mettre en œuvre des ombrières. Et en fait, dans le texte, dans les premières parties du texte, on parle d'ombrières, mais pas nécessairement de production solaire photovoltaïque. Ce n'est que par la suite qu'il est indiqué que les ombrières installées devront obligatoirement intégrer un équipement de production d'énergie, donc de panneaux solaires photovoltaïques. Donc le besoin initial, c'est pas tant la production, enfin ce qui est exprimé dans la loi, c'est pas tant la production d'énergie, mais c'est la notion d'ombrière. Et donc je pense que la surface à prendre en compte, c'est bien la surface projetée au sol d'ombrière et donc de panneaux solaires photovoltaïques, et non pas la surface plan totale cumulée des panneaux solaires qui seraient installés. Stéphane, en espérant avoir répondu à votre question. Avec la difficulté, hein, c'est qu'il y a encore des décrets en cours de rédaction. Je sais qu'il y a plusieurs instances, sans les nommer, mais qui travaillent pour que notamment un certain nombre de surfaces, on va dire résiduelles, ne soient pas intégrées à l'assiette, de manière à pouvoir sortir un maximum de sites qui pourraient être soumis comme ça du jour au lendemain, parce que ce sont des coûts quand même. On n'a pas trop parlé des coûts, mais là on n'aura pas le temps de l'évoquer, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui se posent la question, c'est quoi le coût au mètre carré versus ça coûte combien de payer l'amende. Voilà, j'y vais franco, hein, mais donc effectivement, au départ, je crois qu'il y a, c'est même sûr, hein, il y a une amende initiale qui est pas forcément très dissuasive. En revanche, s'il y a une récidive, là, ça commence à appliquer. Donc, stratégiquement, je pense que on peut peut-être, on va dire, procrastiner un petit peu au départ en disant, il faut que je prenne ma décision, mais ça va coûter très cher si la décision n'est pas prise suffisamment rapidement. Voilà. Sur la partie amende, Ludovic, de mémoire, je crois qu'on est sur 20 000 euros par an de non mise en conformité sur tous les parkings qui sont d'une surface inférieure à 1500 mètres carrés. Et au-delà de 1500 mètres carrés, l'amende passe à 40 000 euros. Et en gros, on est dans l'obligation de la payer jusqu'à la mise en conformité réelle du parc de stationnement concernant ces réglementations. Donc j'imagine qu'il y aura des stratégies aussi de personnes qui sont en train de vendre un parking. Ils vont réfléchir à deux fois de savoir est-ce qu'ils font l'investissement tout de suite. Ils vont s'arranger avec celui qui fait l'acquisition pour savoir si ça va venir de grever le prix de vente. Messieurs, merci. Est-ce que vous avez une dernière slide, Ludovic? Je souhaitais savoir si tu avais terminé aussi sur la partie visuelle et explication de circulation de l'eau. Est-ce que c'était tout bon pour toi? Oui, alors en fait, je suis passé assez vite, mais évidemment, donc c'est une bonne transition pour cette dernière slide, Léa. Si vous avez des questions sur toute la partie énergétique d'une part, et sur la partie plutôt désimperméabilisation, ombrage naturel d'autre part, vous avez le triptyque de choc sous vos yeux avec Léa qui sera un plaisir de venir aussi peut-être voir avec vos collègues si vous êtes dans un groupe, s'il y a peut-être une logique plus de gestion d'actifs grand compte. Léa a ici toute sa place et sa pertinence.
Merci beaucoup Ludovic. Je vois Frédéric. Bonjour Frédéric, je vois que vous êtes en train de taper une petite question, je pense. Il nous reste encore une petite minute. Nous sommes dans les temps évidemment, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Je me permets juste de confirmer après la question d'Eddie que évidemment le webinaire sera disponible notamment sur notre site internet, notre chaîne YouTube. Il est aussi directement diffusé dans vos boîtes mail à l'issue du webinaire via un lien que vous pourrez mettre de côté, télécharger ou bien même le partager. Donc évidemment, vous aurez la possibilité de le visionner à nouveau. Donc aucun sujet là-dessus. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, si vous avez un projet en particulier sur lequel vous souhaiteriez échanger ou autre, vous avez, comme l'a mentionné Ludovic, nos coordonnées respectifs. Donc, il n'y a aucun souci. La question de Frédéric, pour terminer, peut-on avoir une idée du coût du prix au mètre carré de ce type d'installation, hors prix de terrain? Ça, c'est la question finale. Alors, Eddie, je ne sais pas si toi, tu as un coût sur les ombrières. Alors, j'ai pas de coût et il faudrait bien évidemment préciser le contexte enfin tout dépendra de si on est sur une installation, enfin sur un projet neuf ou un projet en rénovation, quels sont les choix d'ombrières qu'on fait. Moi, ce que je vous propose, et je ne sais pas si c'est possible, Léa ou Ludovic, que pour répondre à cette question, je prenne un peu plus de temps et que peut-être je vous partage. Je vais pas vous dire une réponse, mais plutôt mes réponses, puisque à mon sens, il faut donner des prix qui seraient dans un cadre d'application technique. Donc peut-être donner un prix au mètre carré pour un projet neuf ou un projet en rénovation, et en y précisant les limites. Je pourrais répondre à cette question un peu plus tard. Moi, je vais répondre, c'est la prudence, et je t'en remercie, Eddy, de ne pas être engouffré dans un chiffre hasardeux, et c'est très bien. Je dirais à peu près la même chose, peut-être, c'est peut-être moins, on va dire, touchy sur des projets de désimperméabilisation, mais tout de même, ça va dépendre beaucoup de l'endroit où on se situe, hein, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes marchés. Et ça va dépendre évidemment des usages. Je l'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a du camion lourd qui passe ou pas? On n'aura pas les mêmes solutions, on n'aura pas les mêmes structures, les structures de voirie, j'entends, hein. Donc c'est pas forcément ce qui se voit qui va coûter cher, c'est essentiellement, en tout cas dans les métiers de désimperméabilisation, c'est surtout ce qui se voit pas et qui est en dessous, qui aura un coût plus important si l'usage est plus agressif. Donc encore une fois, revenez vers nous avec un plan masse plutôt, et on essaie de travailler ensemble sur une esquisse et avoir une idée du chiffrage. Exactement, c'est ce que j'allais proposer notamment pour avoir une réponse un petit peu plus concrète auprès de Frédéric. C'est évidemment si vous avez un sujet en tête, un projet en particulier. Ça nous permettra effectivement via le plan masse de déjà géolocaliser le projet, savoir si c'est sur du coup une restructuration, une réno, ou si on part sur du neuf, et les différentes, j'allais dire les différents facteurs qui pourront effectivement impacter le prix, parce que donner un ordre de mètres carrés, effectivement, parfois ça peut doubler, tripler, quintupler, que sais-je. Donc ce serait bête de donner une fausse idée, parce que en fonction du besoin du client, ce n'est pas toujours les mêmes règles, on n'applique pas toujours la même chose. Donc Frédéric, avec plaisir pour aussi en reparler de manière un petit peu plus approfondie dans le cadre soit d'un atelier ou bien même simplement nous envoyer un mail synthétique avec 3-4 éléments clés qui nous permettront de pouvoir proposer quelque chose de plus précis. Et de même, évidemment, pour l'ensemble des participants aujourd'hui, si vous avez un élément, un cadre plus structuré en tête, plus précis, auquel on pourra répondre avec différents éléments, c'est bien sûr avec plaisir, n'hésitez pas. Je vois une dernière petite question potentielle qui est en cours de rédaction. En tout cas, je tenais à vous remercier, Eddy et Ludovic, pour votre participation et votre animation pour ce webinaire qui était fort intéressant.
Comme je le disais, effectivement, ce webinaire sera disponible dans vos boîtes mail et aussi sur nos réseaux sociaux, notre site internet, pour que vous puissiez le visionner à nouveau ou bien même le partager avec vos collègues le cas échéant. Et vous avez nos coordonnées pour que nous puissions reparler de différents éléments sur un cas concret. Évidemment, ce sera avec grand plaisir. Je pense que c'est dans ces moments-là où s'éclate le mieux, c'est quand on a un cas d'usage, un cas concret et qu'on puisse travailler ensemble sur ce projet. Ludovic, Eddy, je vous remercie. Merci Léa, merci Eddy, et merci à tout le monde de nous avoir supportés jusqu'à maintenant. Merci Léa. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.